Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conversation autour de la liberté de création à l'épreuve des sensibilités modernes. Alors ce sujet que vous savez est quand même crucial, ça fait la 3e édition qu'on en parle ici même sur la plage du CNC et ça nous tient particulièrement à cœur. La première fois c'était en 2021 déjà avec notre grand Bernard Stirn. Et puis l'an dernier, lors d'une grande table ronde avec des professionnels, des artistes et des journalistes. Alors pourquoi ce 3e volet ? D'abord parce que y revenir de manière régulière, c'est quand même permettre une approche un peu dépassionnée du sujet. La tension entre liberté de création et les sensibilités du temps présent, c'est une vraie constante de l'histoire et de l'histoire de l'art, mais notre époque, aujourd'hui, l'exacerbe particulièrement. Alors je le rappelais déjà ici l'an dernier, aujourd'hui ce qui est nouveau, c'est d'abord que les motifs à contestation se multiplient, que ce soit des contestations conservatrices ou progressistes, aussi que la puissance et la viralité des réseaux sociaux décuplent, vous le savez, ces prises de position radicales à l'égard de telle ou telle œuvre ou de tel ou tel artiste. Ensuite, que tous les champs de la culture sont concernés, et bien sûr, évidemment, le cinéma et les œuvres audiovisuelles. Et ce ne sont que des exemples parmi d'autres que je vais vous citer. Il y a un an, au Palais de Tokyo, un tableau de Myriam Khan était vandalisé au nom de la protection de l'enfance. L'opéra Carmen en France ou en Italie, ou des romans d'Agatha Christie, de Roald Dahl ou de Ian Fleming sont en partie réécrits pour lutter contre les féminicides, l'héritage du colonialisme, du patriarcat ou du racisme. Certains livres sont retirés des bibliothèques, notamment en Amérique du Nord, mais aussi dans notre pays. De Mark Twain à Toni Morrison, de Tintin à Astérix, des livres pour enfants évoquant l'homosexualité ou l'homoparentalité, jusqu'à des livres d'histoire. Et dans le cinéma ou le théâtre, la notion d'appropriation culturelle vient questionner jusqu'au métier de comédien. C'est frappant quand quelqu'un comme Tom Hanks dit qu'il ne pourrait plus jouer aujourd'hui Philadelphia parce que son rôle ne correspond pas à son identité sexuelle. Il n'aurait plus le droit de le faire. Dans ce cas-là, est-ce que Orson Welles pourrait encore jouer Othello ? Et donc ces sensibilités qui sont à l'œuvre dans ces questionnements donnent rapidement au débat un caractère brûlant qui pousse au raccourci, qui pousse souvent à la simplification, souvent à l'opposition binaire. Les profondes mutations de notre société, de cette société qu'on vit en ce moment, sont tellement rapides qu'elles ne nous encouragent pas à prendre un peu de distance et le temps de dialoguer sur ces sujets. Or, c'est justement parce que le sujet est complexe qui requiert cette prise de distance, qui requiert de la nuance et qui requiert de la hauteur de vue. Donc revenir à ce sujet pour la 3e fois, comme je disais, c'est l'envisager à nouveau dans son actualité, le reposer dans tous les sens du terme, parce qu'explorer ce sujet à diverses reprises permet de l'envisager sous une pluralité de points de vue. C'est pour ça que je suis heureux d'accueillir pour cette conversation 2 penseurs d'aujourd'hui qui ont des profils, des expériences, des regards très différents. Cher Bernard, merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Votre clairvoyance et votre finesse sont une vraie fontaine de jouvence pour nos esprits parfois embués par l'air du temps. Et chère Tania de Montaigne, vous qui alliez un parcours atypique, engagé, vous avez aussi toute cette pensée fine et singulière sur l'identité, sur le communautarisme, sur la liberté artistique. Votre dernier roman, Sensibilité, c'est au cœur du thème qui va nous occuper cet après-midi. Mais j'en profite aussi pour vous parler de Noir, donc inspiré de votre œuvre, qui est ici à Cannes en sélection en œuvre immersive. Et je vous conseille d'y aller, c'est au Cinéum, c'est un peu plus loin, mais il faut s'inscrire, et ça vaut vraiment la peine pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une œuvre immersive qui doit durer à peu près une 30aine de minutes.
Et il faut s'inscrire parce qu'effectivement, on ne peut pas être très nombreux à chaque fois pour le vivre. Et c'est un moment magique, c'est un moment inoubliable. Et c'est ici à quelques centaines de mètres. Et je vous conseille vraiment, 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 parce que vous allez voir que vous n'allez pas en sortir pareil après cette expérience-là. Et cette œuvre qui fait le tour du monde et qui gagne à peu près tous les prix dans le monde entier. Et on espère ici également pour la première compétition immersive du Festival de Cannes. Enfin, j'aimerais terminer en vous disant à nouveau que nous, au CNC, nous sommes le gardien de cette liberté de création. C'est cette liberté de création, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet la richesse de nos œuvres cinématographiques. C'est ce qui permet la pluralité infinie des différents regards portés sur le monde. C'est ce qui permet l'échange, ce qui permet le dialogue avec tout le monde, avec autrui notamment. Et cette liberté de création, on la défend, on la défendra au CNC par tous les moyens, à travers notre système d'aide aux créateurs et producteurs, à travers aussi nos négociations et les négociations interprofessionnelles, et à travers également notre politique internationale. Et c'est parce qu'elle est au cœur de notre politique publique qu'il importe d'y revenir sans cesse. La ministre nous le rappelait tout à l'heure avec des mots très justes pour que tout cela nous guide dans un monde aux évolutions constantes. Voilà, je vous souhaite donc de beaux échanges et je laisse tout de suite la parole à Sylvain Bourmeau, qu'on adore écouter tous les week-ends sur France Culture ou lire dans le magazine en ligne AOC, tout aussi remarquable. Merci. Merci. Puisque vous citiez France Culture, je vais commencer par une page de publicité puisqu'elle a trait à ce sujet. Il se trouve que tout à l'heure à 18h10, donc la suite dans les idées sera consacrée à la question des controverses à propos de l'art public avec une historienne de l'art, Julie Baouin, qui est professeure à l'Université de Liège et qui vient de publier un livre passionnant sur les controverses qui touchent ces œuvres d'art qui ont ce site spécifique qu'elles sont installées de manière durable dans l'espace public. Ce sont surtout des sculptures. Et son histoire va de la controverse autour de la colonne de Vendôme au temps de la Commune de Paris et de Courbet, jusqu'à, sur cette même place Vendôme, le plug anal de Paul McCarthy, artiste américain installé le temps d'une FIAC qui avait suscité une controverse importante, mais aussi les tulipes offertes par Jeff Koons ou encore la profanation de l'œuvre installée par l'artiste Anish Kapoor dans le jardin du château de Versailles voici quelques années. C'est une question que donc je vais traiter, l'émission est enregistrée tout à l'heure pour France Culture, mais que j'ai eu l'occasion de croiser depuis une trentaine d'années à de nombreuses reprises à propos de divers domaines de création. Et ce que je vais proposer peut-être à Bernard Stirn et Tania de Montaigne aujourd'hui de faire, c'est d'essayer d'apporter des éléments de clarification du débat, parce que on a parfois du mal, surtout quand on est pris par une controverse, dans l'instant, de faire la part des choses entre ce qui relève du droit et ce qui relève du débat, d'opinion, de la juste critique. Et ça, je pense que c'est une des choses importantes. Je vais pour cela donner d'abord la parole à Bernard Stirn, qui est juriste. Mais je voudrais juste terminer cette introduction en indiquant un point. Il me semble que le cinéma est un domaine un petit peu à part dans les mondes de la création de ce point de vue. Parce que vous le savez, il y a des visas d'exploitation des films et ça donne lieu à des controverses parfois sur la qualification des films interdits aux moins de 18 ans ou pornographiques. On se rappelle, et on aura l'occasion, j'espère, d'y revenir. Je m'étais beaucoup impliqué comme journaliste à l'époque des soucis rencontrés par le film de Virginie Despentes, voici quelques années maintenant, Baise-moi. Mais ce que j'ai appris en lisant un très beau livre et très important livre sur cette question de l'anthropologue Jeanne Favret-Saada voici quelques années, c'est que jusqu'en 1965, il fallait, pour tourner des images de cinéma dans ce pays, je ne dis pas pour diffuser un film, ni même pour commencer à le montrer, mais pour tourner des images de cinéma, obtenir l'autorisation du ministère de la Culture.
Et ça, jamais aucun écrivain, jamais aucun plasticien, jamais aucun musicien n'a dû demander l'autorisation d'un ministre ou du ministère pour commencer de travailler, ce qui me semble être, de ce point de vue, une exception cinématographique. Je vous donne la parole, Bernard Stirn, pour peut-être nous cadrer les choses juridiquement, nous retracer un petit peu à la fois l'historique et en même temps le cadre juridique dans lequel nous nous trouvons, depuis en particulier le vote d'une loi dont l'objet est de préserver, de protéger la liberté de création. C'est donc qu'on estimait que la liberté d'expression telle qu'elle était protégée par les lois fondamentales de la République ou les textes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle ne suffisait plus. Très bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de me laisser ouvrir ce débat. Je suis très, très heureux d'être avec vous tous cet après-midi pour échanger quelques réflexions sur ces sujets. Alors, peut-être rapidement, pour effectivement tracer un certain cadre, quelques remarques, quelques réflexions sur l'univers juridique dans lequel se situe aujourd'hui la liberté de création. Je crois que ce qui est très frappant, c'est de voir que ce sujet, au travers de l'histoire et même dans la relativement longue histoire, a bien sûr une dimension juridique, mais est beaucoup plus le reflet de débats de la société que l'application d'un cadre tracé par des textes supérieurs. Et je voudrais faire juste peut-être trois observations à cet égard pour commencer. D'abord, nous avons un cadre assez stable, au moins depuis la Révolution française, depuis la Déclaration des droits de l'homme, qui a été complété par le législateur avec souvent un petit retard d'ailleurs par rapport à la société. C'est plutôt la loi qui a tiré les conséquences de l'évolution des esprits que la loi qui a engagé le mouvement. Un premier point, je vais venir rapidement. Deuxièmement, dans ce cadre, il y a constamment des débats. Et ça, je crois qu'il faut se le rappeler aussi. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a des inquiétudes fortes, des débats, il y en a eu en permanence sur ces sujets. Mais c'est vrai que les débats d'aujourd'hui, peut-être, laissent percevoir, et je crois que ce sera un peu l'objet de notre discussion, des incertitudes et des inquiétudes particulièrement fortes. Alors, d'abord, juste pour rappeler le cadre juridique, le cadre est très stabilisé. Au fond, tout est déjà, comme sur beaucoup de sujets, dans la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout homme, aujourd'hui on dirait tout homme ou toute femme, mais tout homme peut donc parler, écrire, imprimer librement. Ne pensez pas encore au cinéma ou à Internet, mais tout était couvert à parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et voilà, dans cette belle langue du XVIIIe siècle, je dirais, tout est déjà dit. Il y aurait juste les instruments numériques à ajouter à l'énumération. Et la loi est venue décliner, au fond, ces principes essentiels, avec peut-être, parmi de nombreuses lois, mais enfin 3 lois qu'on peut citer tout particulièrement. La loi sur la liberté de la presse, 29 juillet 1881, et c'est là qu'on voit déjà quand même un certain retard. On est un siècle pour la Déclaration des droits de l'homme. Il faut attendre 1881, les débuts de la Troisième République, pour que la loi vienne dire que la librairie et l'imprimerie sont libres et qu'on peut donc publier, écrire tout à fait librement. Il s'écoule encore presque exactement un siècle après la loi de 1881, pour que le législateur, 101 ans après, le 29 juillet 1982,
1982, viennent consacrer la liberté des ondes en disant que la communication audiovisuelle est libre. Donc 1880, la librairie et l'imprimerie. 1982, la liberté audiovisuelle. Et la loi est venue ajouter une dernière touche plus récemment, en 2016, en citant expressément la liberté de création. C'est une loi du 7 juillet 2016 qui dit « La création artistique est libre ». On peut dire s'étonner qu'il ait fallu attendre 2016 pour que le législateur vienne dire que la création artistique est libre. Et comme vous le disiez, effectivement, je pense que les musiciens ou les écrivains du XVIe, du XVIIe siècle l'avaient déjà compris. Mais la loi est venue dire en 2016 seulement la création artistique est libre. C'est peut-être un révélateur aussi de petites inquiétudes. Enfin, il n'y avait pas eu besoin de le dire avant 2016. Il a fallu attendre cette loi de juillet 2016. Et on a eu l'occasion de mesurer toute la portée de ces lois pendant la crise sanitaire, la crise du Covid, vous vous souvenez tous des fermetures des salles de spectacle, de théâtre, de cinéma. Et ça a conduit le Conseil d'État à juger en décembre 2020 que, je cite la décision, la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'expression, la libre communication des idées, la liberté de création artistique qui venait d'être consacrée, la liberté d'accès aux œuvres culturelles, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce, ainsi que le droit au libre exercice d'une profession. Une atteinte aux libertés fondamentales qui peut être justifiée par les exigences sanitaires, comme pendant la crise, mais qui doit être strictement proportionnée à ces exigences. Et on peut voir dans ces petits retards de la loi, il y a parfois des bizarreries. Vous évoquiez l'autorisation du ministre pour filmer. On peut relever qu'il a fallu attendre 1999, normalement à l'extrême fin du XXe siècle, pour que la loi vienne mettre fin à un anachronisme assez ahurissant quand on le regarde aujourd'hui, qui subordonnait à une autorisation administrative, tous les spectacles forains, exhibition de chant et de danse dans les lieux publics et tout spectacle de curiosité et de variété. Un texte quand même très archaïque, mais qui n'a été abrogé que par une loi de mars 1999. Donc un cadre, on pourrait citer d'autres textes, mais le reste à l'essentiel, un cadre, disons, qui s'est progressivement bien dessiné et bien affirmé, mais qui n'empêche pas des débats constants d'avoir lieu. Et avant peut-être qu'on aborde les débats d'aujourd'hui, je voudrais juste terminer ce cadrage juridique, en évoquer deux qui sont connus de tout le monde et qui permettent, je crois, de bien mesurer l'univers juridique dans lequel nous nous situons. Ces deux débats, c'est les spectacles de lancer de nains d'un côté, et c'est l'interdiction du spectacle Le Mur de Dieudonné. Et je crois que ces deux exemples qui ont été très commentés, voilà, que tout le monde a entendu parler, permettent, je crois, de bien finir de tracer le cadre juridique. Le lancer de nains, c'était un spectacle inventé par un nain qui en avait fait son métier et qui était très content d'avoir créé son entreprise où il était lancé un peu comme un projectile et pour lui c'était une activité peut-être pas vraiment artistique, mais enfin en tout cas de distraction et qui lui permettait de gagner sa vie. Certains maires ont interdit ce spectacle et le Conseil d'État a jugé que cette interdiction était légale parce que derrière la liberté du nain en question, de la personne de petite taille en question, il y avait l'image de toutes les personnes atteintes par ce handicap qui étaient un peu portées en ridicule. Et ce qui a été jugé, et ce qui a été l'objet de beaucoup de débats, c'est que un spectacle de cette nature, qui est une manifestation de la liberté individuelle, mais derrière la liberté de son auteur,
de la personne qui se met en spectacle, il y a tout un ensemble de personnes, tout un groupe de personnes dont la dignité peut être mise en cause par ce type de spectacle, ce qui a conduit le Conseil d'État à estimer que des maires pouvaient légalement interdire ce type de spectacle. Donc un principe de liberté, mais tout de même des limites qui vont au-delà des limites traditionnelles de l'ordre public, pas de bagarre, pas de violence, qui touchent des questions plus immatérielles, l'image donnée à une catégorie de personnes qui peut justifier une interdiction. Et je terminerai ce petit propos introductif en disant que c'est la même inspiration qui a conduit à juger plus récemment qu'un des spectacles de Dieudonné, dans sa version initiale, en tout cas le Mur, qui contenait des propos ouvertement antisémites et qui pouvait, notamment sur un public jeune, être regardé comme une incitation au racisme, un appel au racisme, qu'un tel spectacle a pu être interdit, là aussi au nom de la dignité de la personne humaine, de la lutte contre le racisme. Et il est intéressant de noter que les décisions du Conseil d'État qui ont confirmé la légalité de cette interdiction ont été très abondamment discutées dans le pays, dans la presse, dans l'opinion, que celui qui a le mieux exécuté cette décision, c'est Dieudonné lui-même, car Dieudonné ne l'a pas, à ma connaissance d'ailleurs, contesté lui-même, mais il a modifié son spectacle. Il a modifié son spectacle pour pouvoir continuer son activité. Et le nouveau spectacle de Dieudonné, expurgé des connotations antisémites, il a été jugé par le Conseil d'État que ce nouveau spectacle, lui, ne pouvait pas être interdit. Et cette deuxième décision, qui est intervenue à peu près 1 an après la première, a été beaucoup moins commentée dans la presse, alors qu'elle est un élément essentiel de l'équilibre. Et je termine juste sur ce point pour indiquer que la position prise en France par le Conseil d'État à l'égard du spectacle de Dieudonné a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, je cite son arrêt, qu'une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l'apparence d'une production artistique, les mots sont intéressants, travestie sous l'apparence d'une production artistique, ne pouvait pas se réclamer de la liberté d'expression garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà à très grands traits, je crois, le cadre juridique dans lequel nous nous situons. Merci Bernard Stirn. Je voulais vous donner la parole en premier pour qu'on ait cette base juridique, d'autant que vous êtes un très grand connaisseur de la question en général et de l'affaire par laquelle vous avez terminé en particulier, puisque vous étiez juge et président de la section du Conseil d'État qui s'est prononcé en la matière. Tania de Montaigne, peut-être on peut prendre les choses par un autre aspect maintenant, puisque je le disais tout à l'heure, il me semble qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre ce qui relève du droit et ce qui relève des débats, de la critique qui est absolument nécessaire. Peut-être que l'un des changements auxquels on assiste progressivement se trouve précisément à l'articulation des deux. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être un recours au droit qui est plus fréquent et qui est surtout le fait d'acteurs sociaux différents. Ce ne sont plus seulement les artistes directement concernés qui vont contester telle ou telle interdiction, par exemple, mais ça peut être des associations qui représentent certains pans de la société civile qui vont demander la censure, au fond, l'interdiction, là où autrefois on avait l'habitude que ce soit les églises qui censurent ou que ce soit la République qui interdise. Au fond, c'est peut-être ça ce à quoi on assiste. Et donc je voulais savoir d'abord si vous partagiez cette analyse et comment vous perceviez les choses, l'équilibre dont parlait Bernard Stirn à l'instant entre ce qui relève du débat et ce qui relève de l'application du droit. Merci déjà, parce que là je vais me coucher moins bête, c'est sûr.
En fait, dans ce que vous dites, il y a quand même l'idée que des associations qui demandent à censurer, ça date pas de là. Hein. On a plein d'exemples de cas où il y a eu une sculpture, une peinture, un film. Hein, on se souvient, par exemple, Tomboy, qui devait être montré dans les écoles, qui était pris dans un parcours comme ça, où il y a eu des associations qui se sont élevées. Alors, c'est vrai que, en général, on avait l'habitude d'être sur des associations affiliées à une religion ou une autre, et donc la question morale, c'est celle-là qui était mise en avant et qui justifiait qu'on demande que une pièce, hein, on se souvient des pièces de Romeo Castellucci, par exemple, où il y avait des manifestations, la dernière tentation du Christ, voilà. Donc le film de Martin Scorsese. Voilà, le film de Martin Scorsese, où là carrément on a eu un attentat qui a eu lieu dans un cinéma à Saint-Michel à Paris. Donc ça n'est pas nouveau. Là, en fait, ce qui est peut-être intéressant, c'est que on avait l'habitude que les demandes soient signifiées par un certain type de mouvement qui relevait du conservatisme. Donc c'est plutôt là qu'était porté notre regard. Là, on voit qu'il y a, le spectre devient plus large. Et ce qui est intéressant, c'est que ce spectre qui s'élargit, pour moi, il vient demander quelque chose, pas au bon endroit. Il y a une question qui est posée, donc, qui peut être sur la question du racisme, la discrimination, sur la question de la misogynie. Voilà, il y a des sujets. Et en fait, les œuvres peuvent, dans certains cas, devenir le support d'une expression, en fait, en effaçant presque en fait, la personne qui fait l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre passe au second plan. Et donc on peut se retrouver avec des renversements complètement qui bouclent. Donc je vais donner un exemple très clair. Il se trouve que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Noir, que jusqu'à il y a pas ça fait un certain temps que je crois que je suis noire. Donc je croyais que j'étais un peu informée sur en tout cas le sujet de la couleur de ma peau, et puis surtout je croyais que j'étais une auteure, parce que autant ma couleur de peau je l'ai pas décidé, autant ce que je fais dans la vie oui. Et donc quand j'écris ce livre Noir, voilà, pour moi je pose quelque chose, c'est une biographie, et c'est aussi d'essayer de réfléchir au sujet du racisme en partant d'un cas très précis qui est celui d'une adolescente qui va faire la même chose que Rosa Parks, 9 mois avant Rosa Parks, dans la même ville, même bus, et par son geste, en fait, elle va lancer le mouvement des droits civiques. C'est grâce à elle qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports, et pourtant on ne la connaît pas, cette jeune fille. Donc voilà, moi j'ai écrit ce livre, et c'est important pour moi qu'il s'appelle Noir, parce que ce qu'elle vient signifier par son geste, en refusant de se lever, c'est un geste du retrait, mais qui raconte justement qu'il y a une traversée, et que tout un système qui s'est organisé sur l'idée que sa couleur de peau la détermine en entier, et qu'à ce titre, on peut ne pas la considérer comme un sujet, eh bien, elle vient rebattre les cartes, et elle vient obliger tout le monde à la regarder comme une citoyenne. Donc, on est obligé de traverser cette couleur pour revenir à ce qui fonde sa place dans cette société, et ce qui fonde sa place, ça n'est pas sa couleur, c'est elle. Donc c'est son humanité. Donc c'est ça le sujet. J'écris ce livre, et puis en fait par ce livre, j'ai commencé à faire un itinéraire qui, pour moi, était insoupçonnable jusque-là. Et au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui sont venus signifier que des choses pouvaient être problématiques. Alors les choses problématiques, c'est que dans un premier temps, ce livre a été adapté en bande dessinée. Cette bande dessinée s'appelle Noir, puisqu'elle est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Noir. Jusque-là, on est bien. Et puis il se trouve que cette bande dessinée, qui est adaptée par une fille formidable que je vous encourage à découvrir, qui s'appelle Émilie Plateau, qui elle-même croyait qu'elle était dessinatrice, elle fait cette bande dessinée. Et puis, comme c'est très beau, cette bande dessinée est sélectionnée dans un festival au Canada anglophone. Et là, au Canada anglophone, on nous dit c'est super, vraiment c'est génial qu'elle soit sélectionnée, c'est très bien. C'est juste qu'en fait, il ne faudra pas pour la version anglaise que ça s'appelle Noir, parce que Émilie Plateau est blanche, et donc ça peut faire de la peine à des Noirs.
Mais en revanche, ce qu'on vous propose, c'est qu'on n'a qu'à l'appeler bus, parce que de toute façon, ça se passe dans un bus, donc ça va être super. Hop, il n'y a aucun problème. On est 3 dans cette pièce, donc il y a Émilie, il y a la dame qui est en train de nous expliquer tout ça. Je précise que dans cette pièce, la seule noire, c'est moi. Donc très rapidement, la dame, qui, je le rappelle, est blanche, ne parle plus du tout à Émilie, puisqu'elle s'élimine du projet, sachant que c'est sa BD, que moi, personnellement, je n'ai rien foutu dans cette BD, à part dire à Émilie qu'elle est géniale. Hein. Donc, ça a vraiment été mon action, c'est arrêté là. C'est vraiment sa vision de mon livre en bande dessinée. Mais elle, ça y est, c'est terminé. Et puis, maintenant, la discussion est entre cette dame et moi. Et je vois bien que ce qui se joue, c'est que cette dame, elle est forte de l'idée qu'elle a parlé à un autre noir. Ne me demandez pas lequel, je ne sais pas. Que ce noir étant labellisé comme le noir qui sait pour tous les noirs, puisque nous avons, je vous le dis officiellement, un WhatsApp des noirs, hein, donc cette personne est probablement la représentante de ce WhatsApp, et donc ce noir a certifié à cette dame blanche qui veut bien faire il faut pas du tout appeler un livre noir, c'est pas possible si on n'est pas noir, parce que vraiment ça fait beaucoup de peine aux noirs, et notre discussion se trouve à cet endroit-là. Donc la question du racisme, puisque c'est ça le fond, disparaît en fait, c'est plus du tout le sujet. Là, le sujet, c'est d'être conforme et bien, et que cette dame se sente très très bien à la fin de la journée. Donc ça ne lui pose aucun problème de commencer à considérer que mon livre, qui est la base de tout ça, n'a aucune importance. Donc elle est en train de m'annuler sur la base du fait qu'elle a parlé à un autre noir. Et donc moi, je me retrouve prise dans une situation qui n'est plus du tout une situation où on parlerait d'un cadre juridique, d'une situation. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on parle du racisme et de la discrimination. Ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'autant plus que, évidemment, dans ce genre d'entreprise dont je vous parle, il n'y a pas de mélange, ni social, ni de couleur. Donc moi, ça m'intéresserait de parler avec cette dame de la DRH de sa boîte. Ça me passionnerait. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on va régler ce problème très rapidement. Il suffit juste de changer le titre d'un livre. Et à partir de là, tout va aller bien. Et surtout, ça n'est pas un problème. Moi, c'est ça qui m'a frappée parce que ça, j'étais pas préparée. Et elle me laisse en fait 2 options. Soit, moi, je considère que je suis à égalité avec elle, donc je vais essayer de discuter avec des termes qui poseraient un cadre, ou voilà. Ou alors, j'ai une carte ultime, puisque c'est moi la noire des deux. Si j'avais dit à cette dame que ça me faisait beaucoup de peine, en fait, il n'y avait plus de discussion, c'est moi qui gagne. Mais il se trouve que moi, je veux faire le choix de rester du côté de l'égalité. Donc, ça m'intéresse de ne pas passer du côté de la terreur. Ça ne m'intéresse pas, ça. Donc, on est dans une discussion qui va durer 1 heure, où cette dame essaye de me convaincre que ce qu'elle dit est le juste, et que c'est pour mon bien, en quelque sorte, puisqu'elle sait ce qui fait de la peine aux Noirs. Donc on est dans cette discussion-là. Évidemment, au bout d'un moment, j'étais quand même très très énervée. Donc la discussion s'est arrêtée là. Et puis comme on a une éditrice qui est parfaitement normale, on va dire, elle a dit en fait, on va pas du tout jouer à ce jeu-là. Et puis ça s'appelle Noir parce que ça s'appelle Noir, quoi. Donc on en était là. Pour moi, c'était un détail. Il se trouve qu'en fait, pas du tout. Et que les choses ont commencé à se multiplier. Et qu'on a commencé régulièrement à m'expliquer comment être une bonne noire en essayant de tailler dans mon travail en permanence. Et donc ça m'a interrogée sur comment est-ce qu'il y a un déplacement qui rend les choses fondamentales inutiles. La chose fondamentale, c'est qu'on parle de comment une société objectivise des gens. Ça, c'est la chose fondamentale. Maintenant, si tout le monde est très occupé à déployer une énergie incroyable pour changer des mots, mes mots, et à me faire la leçon, eh bien alors pour moi, on est dans la reproduction de la problématique sans vouloir changer et proposer un renversement. C'est-à-dire pour moi, la radicalité, c'est quand on vient à la racine des problèmes et qu'on essaye de savoir comment est-ce que c'est organisé pour le modifier. Mais là, ça n'est pas du tout ça qui s'est produit. Pour l'instant, on ne m'a jamais proposé ça. On m'a proposé d'enlever des choses jusqu'à très récemment. Donc là, j'ai découvert un nouvel univers qui est celui des musées, que je ne connaissais pas. Et donc là, ça s'est reposé, cette création qui aujourd'hui est en sélection et qui s'appelle Noir.
puisque c'est l'adaptation du livre, eh bien en fait, cette œuvre-là, on l'a créée au Centre Pompidou, et heureusement, on a été soutenu par plein de gens, mais malheureusement, il y a une dame qui, elle, s'est arrogé le droit, je vous rassure, c'était une dame blanche, mais qui parle à des Noirs, visiblement elle a des amis noirs, et donc elle a décidé que cette fois-ci, c'était plus le titre, mais c'était la première phrase du livre et donc de l'expo, première phrase du livre qui est le squelette vraiment qui tient en fait tout le livre, puisque c'est l'idée de vous dire, prenez une profonde inspiration, soufflez, désormais vous êtes un Noir de l'Alabama dans les années 50. Et à partir de là, moi je vous retire gentiment tout ce qui fait votre vie, donc tous vos droits, je retire ce cadre pour que vous viviez maintenant dans la ségrégation des années 50 et que vous mesuriez ce que ça signifie quand vous dépendez du bon vouloir de quelqu'un. Autrement dit, quand il n'y a plus entre vous et les autres que la décision de quelqu'un qui va s'arroger le droit de vous dire quoi faire dans votre vie. C'est ça le sujet. Et donc là, voilà une dame qui est venue nous voir en disant « Il va falloir enlever cette phrase parce qu'elle peut faire de la peine aux Noirs ». Hein, donc de nouveau, on a placé les Noirs comme des petits êtres sensibles, hein, ou des petits objets d'ailleurs même sensibles, je dirais. Et elle a dit, si vous ne faites pas ça, en fait, il n'y aura pas d'expo. Donc il a fallu de nouveau monter sur le ring, se battre contre une Noire ou un Noir qui a eu beaucoup de peine, visiblement. Et moi, de nouveau, je ne devenais pas Noir, en fait, puisque le vrai Noir ou la vraie Noire, c'est la personne qui souffre plus que vous. C'est ça le critère, puisqu'on est du côté de l'affect. On n'est pas en train d'essayer de proposer en réflexion et en pensée quelque chose qui va modifier le cadre. On est en train de remettre chacun à sa place. Donc, ça ne demande aucun renversement, hein. Vous avez de nouveau quelqu'un qui vous dit quoi faire, quoi dire. Et là, en l'occurrence, c'était cette histoire de phrase. Donc, en fait, cette avancée comme ça m'a fait vraiment me dire il faut tenir bon du côté de l'idée que moi, je suis un sujet. Il faut que je me le rappelle sans cesse parce que tous ces tiraillements sont quand même tous en train de me dire que je n'ai pas la main sur ma propre existence ni sur mes propres mots. Et tout le monde peut rentrer dans mon travail sans problème, modifier des choses. Cette dame a proposé de donner une autre phrase que celle-là. Elle a dit non, mais celle-là, elle fait de la peine, mais on va proposer une autre qui va être super. Et tout ça n'était pas grave, quoi. Donc, je crois vraiment qu'il y a quelque chose là-dedans d'aigu. Parce que proposer le déplacement, le mouvement, et pour moi c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire que la lutte, elle est de ce côté-là. Elle est de comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que des gens soient libres et en même temps de maintenir la question de l'égalité. Et que ces deux trucs-là, nous les tenions fermement, parce que dès qu'on en lâche un, eh ben, ça devient ça. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on va faire des compètes de qui doit être plus libre que quelqu'un d'autre, qui a plus raison, et que donc on va se retrouver sur des sujets très importants à les résoudre avec une majuscule, parce que j'ai aussi eu ce problème de devoir écrire un article pour un magazine américain, et moi je ne mets pas de majuscule ni à noir, ni à blanc, ni à vert, ni à jaune. Et donc il y a eu toute une réunion parce que je ne mettais pas de majuscule à black et qu'il a été décidé depuis la mort de George Floyd par le New York Times que vraiment c'est pas gentil si on met pas de majuscule à black. En revanche, il y a un noir qui est tué tous les jours de dos, de face, de profil, et ça, mais au moins il n'y a pas de majuscule à black. Donc en fait le sujet pour moi il est toujours là, c'est-à-dire quelle est la demande de départ et comment on prétend y répondre. Et je crois que parfois, on fait des petits numéros de claquettes sur le dos d'artistes, comme Myriam Khan en a fait les frais, mais que pendant ce temps-là, le sujet réel peut tranquillement continuer à perdurer, à s'organiser, avec toutes les mécaniques qui sont mises en place. Ça ne pose pas de problème, parce qu'on est accroché à des choses qui ne sont pas coûteuses, sauf pour les artistes. Et ça, pour moi, c'est un problème. Merci beaucoup, Tania de Montaigne, de nous avoir relaté ces expériences, parce que c'est un cas, et c'est souvent à travers des cas qu'on peut penser en fait la complexité de ces débats, et nous avoir permis de comprendre aussi comment, à côté de mécanismes qu'on connaît bien en France dans, je dirais, la pensée républicaine classique, on produit ce qu'on appelle de la color blindness, on ne voit plus, parce que par principe on ne veut pas voir
la couleur. Ça, on a l'habitude de ça. Mais en revanche, ce que vous montrez, c'est qu'il y a d'autres manières de l'effacer qui produisent au fond le même résultat en partant du chemin inverse et qui sont davantage à l'œuvre dans des pays qui ont d'autres philosophies politiques de ce point de vue, mais qui se rejoignent étrangement. Enfin, et vous tenez bon votre combat qui est un combat artistique et politique, les deux étant articulés. Je ne sais pas comment, Bernard Stirn, vous analysez la question. Il y a évidemment la question du droit de l'artiste, parce que c'est aussi celle-là qui est posée, c'est-à-dire la possibilité pour Tania de ne pas céder en tant qu'autrice sur sa première phrase, sur le titre du livre, etc. Mais je crois que ce combat va au-delà, au fond de ça. C'est aussi la question de savoir qui parle pour qui représente qui dans ces débats. En l'occurrence, ce qui est frappant, c'est que c'est quand même toujours des personnes blanches qui se sont fait les porte-paroles de noirs pour défendre leur cause. Pas toujours. Dans ceux que vous avez cités. Dans ces deux cas, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça peut ne pas être... Parce que quand vous évoquiez tous les paramètres de la question de la liberté, il y a la liberté d'expression, il y a le cadre de la loi qui est signifié et donc il y a tout un tas de choses que je ne peux pas faire parce que ça vient directement en contradiction. Et puis, il y a aussi une liberté dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pour moi est fondamentale, qui est la liberté de ne pas lire un livre si je n'en ai pas envie, de ne pas aller voir l'expo de Myriam Khan si ce qu'elle fait ne m'intéresse pas. J'ai cette liberté. Et en fait, c'est comme si cette liberté-là, elle avait disparu. On n'en parle jamais. Mais elle est première. C'est-à-dire que s'il y a des Noirs à qui ça fait de la peine de lire « Désormais, vous êtes Noir », ce que je peux parfaitement comprendre. Parce que le problème en plus, c'est que si vous mettez les choses du côté de l'affect, tout le monde a un affect. Et on ne va pas hiérarchiser. Moi, je ne peux pas vous dire que vous n'éprouvez pas ce que vous éprouvez. Vous l'éprouvez. Donc ça, c'est pas discutable. C'est pour ça que sur ce terrain-là, il ne peut pas y avoir de pensée. Si vous me dites que ça, vous avez beaucoup de peine, vous avez beaucoup de peine. Ça, c'est sûr. Et ça, moi, je n'ai pas à discuter de ça. La seule chose, c'est est-ce que je dois prendre en charge votre peine ? Et c'est là qu'on a quelque chose à penser. Parce qu'en l'occurrence, que ça fasse de la peine à des Noirs qu'il y ait un livre qui s'appelle Black et qui soit dessiné par une femme blanche, ça peut certainement. Il y a peut-être des Noirs, vraiment, ils veulent lire que des trucs faits par des Noirs. Ça leur fait très plaisir. Je dirais, Dieu bénisse. Mais le truc, c'est que ça, c'est votre liberté. Et il faut l'utiliser à plein. J'ai parfaitement le droit de ne pas du tout lire un livre qui ne me plaît pas. Et en fait, on fait tout comme si c'était impossible. C'est-à-dire qu'en même temps, on prête à l'art, qui est quand même c'est très fragile en fait une œuvre d'art, mais on lui prête une toute-puissance qui ferait que je ne pourrais pas me départir de ce qu'elle produit. Myriam Khan, il y avait tout ce truc quand ça a commencé, cette polémique à se mettre en place. Déjà, on a vu comment en fait tous les termes qui étaient employés par des gens qui disaient cette œuvre ne peut pas être là, étaient repris par la structure, par l'institution. Donc ça, c'était très frappant. C'est-à-dire que d'un coup, ils disaient oui, c'est vrai, elle peut faire de la peine cette œuvre. Mais si vous vous mettez à cet endroit-là, c'est cuit. Oui, elle peut faire de la peine. Donc, en fait, ils opposaient à ça le fait de dire oui, ça fait de la peine. Donc, ils ont commencé à mettre des avertissements comme des fous de salle avant qu'on arrive à la peinture. Après, il y a eu une juridiction qui tranche. Et puis ensuite, il y a cet acte qui est commis contre cette peinture. Quelqu'un vient jeter de la peinture et l'artiste décide qu'on va continuer à l'exposer comme ça. Là, l'institution répond en mettant encore plus d'avertissements. Donc là, il y en a vraiment dès l'entrée. Et puis, en triplant le nombre de médiateurs. Donc maintenant, en fait, vous voyez plus du tout le tableau. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont là en prévention et qui attendent pour faire des cellules psychologiques avec vous, qui êtes venus voir. Vous êtes venus la voir, cette peinture. C'est-à-dire qu'elle est placée à un endroit, vous ne pouvez pas tomber dessus par hasard. Donc, qu'une institution se mette à cet endroit-là, qui pour moi est un endroit qui n'est pas approprié. Une institution n'est pas là pour que vous vous sentiez bien. L'affect, ça n'est pas une institution. Une institution n'est pas votre maman. Et il faut faire attention parce que dès qu'on commence à être dans une dynamique où on demande à des structures d'État de rentrer dans l'intime, c'est vraiment le début de ce qui va permettre à un État de devenir l'intimité en soi et de vous dire ce qui relève de la bienséance et ce qui n'en relève pas. Donc là, quand à Pompidou, cette dame m'a dit « ça fait de la peine », il faut quand même savoir qu'ensuite, pendant 1 mois, j'ai eu des gens
de son équipe qui venait me voir en disant oui, des noirs n'ont pas aimé. Et là, j'étais là, attendez là, parce que en fait, c'est pas parce que ça s'appelle noir que ça doit plaire à tous les noirs. Hein. Parce qu'en fait, les noirs, c'est des gens. Donc globalement, il y en a qui vont aimer, d'autres pas. Et c'est bien. Voilà. Et donc, en fait, sincèrement, je me retrouvais avec une institution, encore une fois, qui veut prendre en charge des Noirs. Donc vraiment, là, j'étais au cœur d'un impensé raciste. Mais alors, c'était un festival. Parce que, en fait, j'aurais dit, mais moi, en fait, je connais des Blancs qui n'aiment pas les expos qui sont faites par des Blancs là-haut. La question, c'est est-ce qu'il y a aussi une cellule psychologique pour les Blancs ? Parce que s'il y a pour les deux, là, je discute pas. C'est-à-dire, vous avez fait une garderie, une crèche, et là, tout s'explique. Mais sinon, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter ? Qu'est-ce que vous me dites quand vous me dites il y a des Noirs qui n'ont pas aimé et on doit en tenir compte ? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dynamique, quoi ? Donc, c'est ça mon problème, c'est que je vois comment une institution, et plusieurs, parce que c'est un truc qui est vraiment global, sur la base du fait qu'on veut résoudre un problème qui est un problème légal. Enfin, c'est-à-dire la question de savoir la discrimination, du fait que des gens ne bénéficient pas pleinement de leurs droits, c'est ça le sujet. Mais si vous comptez répondre à ça en disant « je vais te traiter comme un nourrisson et sache que quand tu viendras chez moi, tu te sentiras ultra bien hein, », donc transformer tout lieu en spa, je me dis « mais c'est pas ça que je te demande. La vérité, c'est qu'en fait, je m'en fous complètement de me sentir bien quand je suis avec toi. En revanche, que tu respectes mes droits, ça m'intéresse. Et donc pour ça, tu n'as ni besoin de m'aimer, ni besoin d'être sympa avec moi, ni besoin de me trouver intelligent. J'ai des amis pour ça. Voilà. Là, c'est la question du rapport à une personne au regard des institutions. Est-ce que je peux choisir la vie que je veux ? Est-ce que je peux aller travailler où je souhaite ? Est-ce que je peux avoir un logement sans qu'on me reproche ma couleur réelle ou supposée, ma religion réelle ou supposée ? Voilà, c'est ça le vrai sujet. Donc pour moi, tout ça, c'est des stratégies d'évitement et surtout, ça reproduit à l'identique un système parfaitement colonial, là pour le coup. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gentils, parce qu'ils peuvent être de toutes les couleurs, mais enfin, ils ont quand même un point commun en général, c'est qu'ils ont envie de se sentir plus grands que moi. Donc aussi, socialement, ça me raconte des choses. Hein, il y a quelque chose dans la question de à quelle classe sociale sont ces gens et comment ils veulent préserver quelque chose de l'idée d'eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est le vrai truc. Et je trouve qu'on endort le sujet quand on est dans ce petit lieu de la petite reconnaissance de me traiter comme un chiot et de dire oh, voilà. Et en plus, c'est toujours très drôle parce qu'on me dit il y a des Noirs qui n'ont pas aimé. Je dis d'accord, mais moi, je connais des Noirs qui aiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qui gagne ? Donc on voit bien que ça peut pas du tout être un mode de vie ensemble. On peut pas aller chercher un ami noir qui aime pas, une copine juive qui adore. Enfin bon, ça n'a aucun sens quoi. Donc pour moi, il y a là-dedans, on se perd et justement c'est pour ça que ça nous demande d'être vraiment radicaux au sens propre du terme. Ça nous demande toujours de se dire mais de quoi parle-t-on réellement quand on parle de ça ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut signifier ? C'est quoi cette idée ? Parce que moi, je suis une œuvre qui arrive au Centre Pompidou et soudain, on me dit tu ne peux pas rester là si tu n'es pas comme nous, on a envie que tu sois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça hein ? Est-ce que sous l'âge peint en noir et quelqu'un va dire écoute, moi, ça m'angoisse. Je préférerais que tu peignes en orange. Voilà. Et j'ai vu pas mal de gens qui préfèrent vraiment le orange. Faisons ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? À part le fait de vouloir entièrement effacer quelqu'un. Donc voilà, moi je crois qu'il va falloir se remettre au boulot, et il y en a, et vraiment être vigilant sur cette question de c'est quoi le droit, comment on le fait vivre, quels sont les manquements, peut-être il y a des choses qui manquent, quand vous évoquiez le fait qu'en 2016... il y a eu le besoin d'expliciter quelque chose. Bah, moi, ça m'intrigue de savoir suite à quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'en 2016, on s'est dit là, c'est nécessaire. Est-ce que ça correspondait à un événement particulier ? Je vous laisse répondre à cette question. Je vais essayer, même si c'est dur, de rebondir après tout ce que vous avez si bien dit, avec vous avez la force de l'artiste hein, et de la créativité artistique. Je dirais d'abord que en vous écoutant, et vraiment avec beaucoup de bonheur, hein, comme tous nos auditeurs, je pensais à un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est un livre qui est paru, je crois, en 2021. Qui s'appelle Le Voyant des Tempes. Vous connaissez, voilà, un livre dont le nom d'auteur était Abel Quentin.
Et je trouve que c'est un très bon contrepoint de ce que vous avez dit, parce que je résume d'un mot ce livre, et ça fait vraiment extraordinairement écho à ce que vous avez si bien exprimé. Ce livre, c'est un roman purement imaginaire qui décrit un professeur d'université qui a fait une carrière assez médiocre, qui n'a jamais rien publié d'intéressant. Et puis, au moment où il part à la retraite, il publie un livre. Et subitement, ce livre va paraître extraordinaire, il va avoir un grand succès, parce que dans ce livre, il décrit, alors le personnage est totalement imaginaire, un poète américain qui aurait quitté les États-Unis à l'époque du macartisme pour venir en France, dans la France de l'après-guerre. Et cette biographie fait que ce professeur jeune retraité est subitement reconnu comme un auteur dont jusque-là on n'avait pas vu la qualité. Donc le livre démarre très bien. Et puis, il y a des associations, justement, qui s'émeuvent de ce que le poète imaginaire en question était noir. Et notre universitaire, notre retraité, n'a pas attaché beaucoup d'importance à cela. Et il y a toute une cabale qui se monte contre lui en disant ben voilà encore l'homme blanc, raciste, qui ne met pas assez en lumière le fait que son héros était noir, et que le fait d'être noir, c'est un élément essentiel de sa poésie, et qu'en éludant cet aspect de sa personnalité, c'est la preuve que notre écrivain, qui lui au contraire était un écrivain qui venait plutôt de la gauche, de la gauche antiraciste, etc., et vilipendé sur les réseaux sociaux comme étant un blanc raciste. Et je trouve que c'est vraiment un roman qui donne un certain reflet à tout ce que vous nous avez dit. Alors heureusement, le livre après se termine quand même un peu mieux, mais voilà, parce que le romancier mène bien l'histoire, mais c'est très révélateur. Et je crois que derrière ça, on voit bien et c'est pour ça qu'il y a des problèmes actuels, c'est des questions qui touchent, alors, je dirais, à notre société dans son ensemble. Il y a des éléments un peu techniques, c'est-à-dire effectivement les réseaux sociaux, l'information en continu, qui donne une force de frappe incroyable à des campagnes de ce type-là, et des chaînes sans aucune capacité de nuance, de recul, des réactions virales, brutales et je dirais qui ne sont pas du tout contenues, pensées, qui aboutissent à des déchaînements extraordinaires. Et il y a probablement, et c'est peut-être ce qui a conduit le législateur à réintervenir en 2016, des inquiétudes plus profondes, je dirais, au-delà des moyens actuels de communication, qui tiennent à certaines inquiétudes sur notre modèle social, sur notre cohésion sociale aujourd'hui, avec plusieurs facteurs qui sont les vrais facteurs, je pense, d'inquiétude actuelle. D'abord, une certaine fragmentation de la société entre groupes identitaires qui se referment sur eux-mêmes et qui ne voient que leur identité et au fond refusent l'altérité, refusent le dialogue avec les autres. Une certaine violence, violence physique, mais aussi violence intellectuelle, qui se manifeste dans les rapports entre les groupes sociaux, et une tendance aussi, je pourrais appeler moralisatrice, se draper derrière des grandes valeurs et ne pas accepter la moindre déviance par rapport à ces valeurs revendiquées. Alors tout ça, effectivement, crée beaucoup de tensions et je pense que c'est un peu ce que vous nous avez dit, interpeller les artistes. Et il faut beaucoup de force, comme celle que vous avez montrée, pour que l'artiste, lui, garde sa liberté de création. Et c'est peut-être ce que la loi est venue lui dire aussi. La liberté de création, elle est quand même fondamentalement reconnue au-delà de ces tensions et de ces
de ces tribunes et de ces campagnes qui pourraient être extrêmement destructrices et probablement un peu castratrices pour certains artistes. On pourrait dire aussi, Bernard Stiens, que cette politique identitaire dont vous parlez, elle n'est pas simplement le fait de certains groupes sociaux, elle peut être le fait aussi de la République française quand elle change la loi pour prendre une nouvelle loi en 2004 qui propose une nouvelle définition au fond de la laïcité. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne, qui devient une valeur et n'est plus simplement un opérateur juridique plus neutre qu'il a été autrefois. Cela produit certainement des formes de discrimination, celles dont parlait Tania de Montagne tout à l'heure, parce que j'ai eu le sentiment, en vous écoutant, que le droit était mis au mauvais endroit, parce que vous parlez le langage des droits et vous dites, au fond, si on assiste à ça, c'est parce que on est face à un système de discrimination raciale, de classe sociale, de genre, divers et variés, et qu'au fond, on n'y répond pas. Et c'est bien ça votre sujet, au fond, au départ. Sujet qui a tendance à être recouvert, effacé par une autre manière de recevoir, au fond, ce que vous voulez mettre dans le débat au départ. C'est comme ça que je vous ai entendu, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que souvent, on a tendance à me donner un sucre, alors que c'est pas du tout ça que je demande. Donc, c'est cette manière de tendre de l'affect en disant mais moi je t'ai comprise en fait, petite mignonne. Donc, alors ça marche pour évidemment tous les sujets, hein, mais ce truc-là de vouloir, en fait, je crois que fondamentalement aussi, c'est une manière de répondre de façon parfaitement capitaliste à une demande qui, elle, est du côté de la source de l'universalisme des droits. C'est-à-dire, moi, ce que je demande, c'est du côté de l'universalisme des droits. Et ce qui m'est proposé, c'est des réponses marketing. Donc, par groupe, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les amis? Ouais, super, vous voulez pas qu'on mette blague sur un livre? Bah, bon, on le met pas. Voilà, et vous êtes content? Ouais, super. Qu'est-ce que vous voulez? Des pansements avec la couleur de votre peau? Génial, j'ai. C'est que des demandes auxquelles on peut répondre. Voilà, ça peut s'acheter. Mais moi, ce que je demande, c'est un truc qui n'a pas de valeur, justement. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus... Ça demande un renversement. Ça demande à ce que chacun se déplace pour pouvoir se voir ailleurs que là où on l'a rangé. Donc, ça ne peut pas s'acheter. Et c'est bien ça le problème, c'est que c'est du travail, c'est du temps, c'est la nécessité d'entendre ce qui a lieu. Par exemple, typiquement sur ce dont vous parlez sur ce livre, en fait, on peut répondre de deux manières à ce qui a lieu. On peut dire, bah maintenant, en fait, ce qu'on va dire, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des gens de toute couleur, toute classe sociale, toute situation de santé dans la vie des entreprises, des institutions. Il faudrait que la société soit représentée. On peut dire ça, ou alors on peut dire moi je vais interdire à tous les blancs d'écrire sur les noirs. Voilà. Puisque vous ne me donnez pas de droit, ce que je vais faire, c'est que je vais moi sanctuariser des choses qui ont d'ailleurs été posées par, si on est sur cette question du racisme, par le racisme. Définir qu'un noir c'est ça, ça et ça, et que ça c'est de la culture noire et ça n'en est pas, c'est bien répondre vraiment lettre à la lettre au principe du racisme. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire, on va dire, les blancs ne peuvent plus écrire sur les noirs et le monde ira bien. Pourquoi pas? Moi, en fait, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, je le vois comme un outil. Donc ma question, c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça m'aide, en quoi ça va m'aider cet outil? Si je le mets à ma main, qu'est-ce que ça change dans mon mode de fonctionnement? On a vu, en fait, d'accord, les Blancs vont plus écrire, ou dans le cas du cinéma, Catherine Bigelow ne fera plus jamais un film sur les Noirs, ça je vous le garantis, après Détroit, c'est pas possible. La pauvre, elle a pris 3 consultants noirs, alors sur la base du fait qu'ils sont noirs. On voit bien que son film, le vrai film, c'est les 40 minutes qui sont au milieu de 2 autres tranches de 20 minutes qui ne sont pas son film. Les premières 20 minutes sont là pour dire que les Noirs, c'est super. Donc, Noir super en peinture. Alors, tout ce qu'ont fait les Noirs, c'est génial. Paf. Après, il y a son film qui est vraiment... on voit que c'est son film, quoi. C'est un truc brut. Elle a vraiment une façon de réaliser qui est particulière. Elle vous prend à la gorge, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est elle. On la voit. Et puis après... On a 20 minutes pour dire non mais est-ce que je vous avais bien dit que les Noirs c'est super? Alors là on part sur Noir super en chanson. Mais la vérité c'est que
il est évident qu'elle ne fera plus jamais de film sur ça, alors qu'elle est américaine, que c'est son histoire, et que si elle ne peut pas la revisiter, elle, c'est pas pour ça que d'autres gens vont s'y coller. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que tant qu'on met l'énergie à faire en sorte que Catherine Bigelow ne fasse plus de films sur les Noirs, on n'en met pas pour faire en sorte que des gens émergent, des gens qui sont loin des centres de décision, et qu'on va pouvoir prendre, former, faire monter, et qui vont raconter par ailleurs ce qu'ils veulent. Voilà, parce que sinon, en fait, ce que ça donne aussi, c'est que les Noirs, on leur dit, dis donc, tu ne ferais pas un film sur l'esclavage. S'ils ont envie de faire un film qui est une adaptation de Marivaux, on leur dit, dis donc, il y a quand même... tes racines, qu'est-ce que tu fais, hein? Donc moi, ça m'intéresse qu'en fait, il y ait des gens à qui on va permettre de faire ce qu'ils veulent, donc encore une fois, qui vont pouvoir librement créer et sans qu'on leur demande, mais c'est la même chose pour les femmes, on va pas demander aux femmes de faire des films sur les enfants et les fleurs parce que ça doit t'intéresser comme tu es une femme. Non, en fait, le vrai moment où on va passer à un autre stade de la réflexion sur la question de la parité, c'est le moment où les femmes auront le droit de faire ce qu'elles veulent. Voilà. Et bon, si elles veulent faire des films sur des mineurs, par exemple, on sera ravis qu'elles le fassent, en fait. Donc c'est ça, c'est aussi de supporter que quand on donne les conditions de la liberté à quelqu'un, il en fait bien ce qu'il en veut. Voilà. Et qu'il n'est pas là pour être satisfaisant, ni narcissisant. C'est ça, en fait, le vrai passage. Et ça, c'est un passage qui ne peut se faire que dans une dynamique avec ces trois mots formidables que moi j'ai vraiment tendance à prendre au pied de la lettre, liberté, égalité, fraternité, ça m'intéresse les trois. Donc je crois que si on se met à cet endroit-là de réflexion, on n'a plus besoin de faire des choses qui sont de l'ordre de puisque tu m'as pas donné ça, je t'enlève ça. Parce que ça ne sert à rien au final. Ça sert juste à ce qu'une personne fasse plus un truc, mais ça sert pas à ce que d'autres le fassent. Et moi ce qui m'intéresse c'est comment d'autres le font. Merci. Peut-être on a le temps d'un dernier échange. Je voudrais revenir à cette loi sur la liberté de création parce que, en fait, elle me semble un symptôme de, vous le disiez tout à l'heure, peut-être de changement dans la société, mais aussi, je pense, un symptôme de la transformation de la judiciarisation ou de la demande de droit. Moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, dans les débats préalables à cette loi, j'ai participé notamment à un débat organisé par les Ligues des droits de l'homme à l'époque. Ma position personnelle était contre cette loi parce que j'estimais qu'en fait il y avait tout l'appareil juridique nécessaire dans la Déclaration des droits de l'homme, dans les lois de la Troisième République qui font partie du bloc de constitutionnalité aujourd'hui pour garantir la liberté d'expression et qu'en fait cette loi qui faisait de la création une exception, elle est donnée aux juges le pouvoir de dire ce qui était de l'art ou ce qui n'était pas de l'art. Ce qui est pour le moins présomptueux depuis la naissance de l'art contemporain, où l'enjeu de savoir ce qui est de l'art et pas de l'art fait partie prenante de l'art et même au cœur en fait de ce que propose l'art. Donc il y avait quelque chose là d'assez dangereux dans le fait de confier aux juges la possibilité, depuis l'affaire Brancusi on connaît toutes ces questions avec les douanes américaines, est-ce qu'une sculpture est une œuvre d'art ou pas, etc. Et en fait j'ai le sentiment, je ne sais pas quel bilan vous faites depuis que cette loi est devenue du droit positif et qu'elle a été utilisée. J'ai le sentiment en tous les cas qu'elle a encouragé l'idée selon laquelle, plutôt que le débat critique, c'est parfois le droit qui doit venir trancher ces controverses, ce qui n'est pas nécessairement, à mon sens, une bonne chose, parce qu'encore une fois, on met le droit dans des endroits où ils ne sont pas forcément urgent et on oublie le droit, celui qui permettrait de garantir le fait qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y ait véritablement accès à la liberté de création en fonction des données sociodémographiques dont parlait Tania de Montagne à l'instant, Bernard Stiens. Oui. Non, je crois que vous avez bien raison de dire que cette loi est un symptôme, et un symptôme d'inquiétude en réalité, d'inquiétude devant les menaces que notre société peut faire peser sur la liberté de création. Je crois que sa valeur ajoutée est très faible par rapport au droit positif antérieur. C'est pour ça que j'ironisais un petit peu tout à l'heure en disant on attend 2016 pour dire que la création artistique est libre. Elle était, je pense que Rabelais se sentait libre
d'écrire sans que besoin de loi pour cela. Donc c'est plutôt un symptôme, mais je crois qu'il ne faut pas, sur ce sujet d'ailleurs comme sur d'autres, surévaluer la force du droit. La force, elle est dans la société, elle n'est pas dans le droit. Le droit peut tracer un cadre et il peut inciter la société à évoluer dans le sens qui, à un moment de l'histoire, paraît le plus souhaitable. Mais c'est pas le droit qui est je dirais, le facteur dirigeant des évolutions de la société. Je crois que vous avez bien raison de souligner l'importance aujourd'hui, on le ressent bien, des valeurs universalistes. Et le droit, il aide à faire comprendre ces valeurs universalistes quand il les exprime très bien. Ça a été la Déclaration des droits de l'homme, ça a été la loi de 1905, qui est une loi de liberté religieuse fondamentalement et de neutralité de l'État à l'égard des religions. Donc là, on voit bien que le droit accompagne le mouvement. Mais c'est pas la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas la loi de 1905 qui ont créé une société adhérant à ces valeurs universelles. Peut-être que ça a aidé la société à évoluer dans ce sens. Et si c'est le cas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et ça, je crois qu'on peut l'attendre du droit, l'espérer du droit, mais c'est d'abord quand même des ressorts sociaux que vient le salut, notamment des valeurs universelles. Et là, peut-être pour terminer sur une note un peu plus optimiste, ces ressorts sociaux, ils existent encore aujourd'hui. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, la réaction quand même très profonde du pays pour justement protéger la liberté face à ces attentats, les réactions qu'on a eues aussi après l'assassinat de professeurs comme Samuel Paty. Là, c'est la société qui réagit, et ça, c'est très encourageant. Et je crois que ça ne peut, je dirais, au stade que ce soit du législateur ou du juge, que conforter des mouvements auxquels le droit peut venir, dont le droit peut venir préciser le cadre, mais dont il ne peut pas être, je dirais, l'instrument porteur principal. Un mot pour conclure, parce que je crois qu'on arrive au terme du temps imparti, Tania de Montaigne. On arrive au terme. Non, le mot pour conclure, c'est que sur l'essentiel des sujets qui mobilisent tout le monde, on a des gros problèmes qui sont des problèmes de non-recours. C'est-à-dire que justement, ce cadre-là, on ne vient pas le mobiliser. Le droit, c'est une matière vivante, ça n'existe que parce que vous le faites vivre. Dès l'instant où vous ne connaissez pas ce cadre, ou alors que vous vous dites que c'est à vous de le réinventer chaque matin, en fait, c'est là qu'on perd en efficacité. Donc je crois que ce qui est intéressant, et justement c'est pour ça que je parlais de l'universalité des droits, parce que souvent on peut utiliser le mot universalisme. Moi j'ai grandi dans tout un temps où en fait on était universel parce que l'idée c'est que tout le monde est blanc et catholique, voilà, donc tout le monde est pareil et tout. Alors non, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est très singulier, et c'est bien pour ça que ça nous permet de faire commun. C'est de cette singularité que naît le commun. Donc je crois que si on se rappelle ça, c'est-à-dire que c'est par notre capacité à être citoyen que la société fonctionne, et que on a un cadre suffisamment riche pour le mobiliser. Et c'est là qu'on doit être intransigeant et qu'on doit questionner, armer, demander à ce que notre justice soit à la hauteur de notre citoyenneté. Et ça, c'est notre boulot. Et ça ne peut pas se faire sans nous. Et on voit bien que toutes les sociétés qui se sont assis en allant fumer une clope, en se disant que ça allait se faire tout seul, se sont réveillés un matin en constatant, tiens, on ne peut plus avorter, tiens, c'est bizarre, ah oui, ma sexualité est maintenant questionnée, tiens, je ne peux plus travailler. Enfin voilà, donc en fait, c'est juste, moi je suis très optimiste parce que ça se fait avec nous. Mais ça ne se fera jamais sans nous. Donc, et pour moi, toutes ces choses de dire enlève-moi un mot, une couleur, un je sais pas quoi, parce que je vais aller mieux, ça pour moi, c'est une façon de faire sans notre citoyenneté. Et moi, je crois qu'on a une richesse et un potentiel énorme dans le avec toute notre énergie, notre capacité à être clairvoyant et à sans arrêt se dire
quel est le sujet, de quoi on parle, contre quoi je veux lutter, c'est quoi. Voilà, parce que dès qu'on se met à cet endroit-là, il se passe des choses intéressantes et on a beaucoup de choses intéressantes à faire, vraiment beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre attention.